BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Vergniol. Bienvenue quand les Américains et les Chinois nous donnent des leçons de technologie et d'efficacité commerciale. Vous allez voir comment la marketplace d'Amazon fait les yeux doux aux petites entreprises françaises avec son dirigeant Patrick Labarre. Vous verrez également comment la technologie améliore l'expérience du sur-mesure avec les chemises du chemiseur et les souliers pour hommes de RNK. Leurs fondateurs Yann Schutte et Maria Karanougaran seront avec nous. Vous verrez également comment la marque Streetwear iPanda vous fait entrer dans la réalité augmentée. Ça se passe à Tokyo et c'est une découverte de Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Enfin, vous verrez comment la restauration devient fashion. Ce sera le mot de la fin avec Sagaz & Partners. Pour l'heure, ce sont les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et pour les news, on retrouve Hélène Cornet. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Et notre invité ce week-end, c'est Patrick Labarre. Bonjour. Bonjour. Directeur de la marketplace Amazon France. On a forcément plein de questions à vous poser. Hélène, on commence avec l'enseigne Nicolas qui se lance, pourtant on les croyait spécialistes du vin, dans la bière artisanale. Exactement. Alors ils ont quelques références dans la boutique classique, mais là c'est vraiment pas ça. Ils ouvrent vraiment un magasin qui ne fait que de la bière artisanale. C'est ce qui plaît le plus en fait. Vous savez que le marché a fait x2 en 4 ans. Alors on y trouve 250 références, 10% de local, 90% international. On y trouve aussi un espace de dégustation. On peut même faire soi-même son brassage. Il y a des ateliers, ça s'appelle Craft Beers et compagnie. Et si le test est concluant, eh bien Nicolas veut le développer dans toutes les grandes villes. Pour l'instant c'est à Paris. Pour l'instant c'est à Saint-Cloud, à côté de Paris. Voilà, à consommer avec modération, tout alcool bien sûr. L'économie circulaire, même dans le luxe, c'est ce que nous propose la marque J.M. Weston. Voilà, Weston et ses chaussures à 800 € quand même. Se lance effectivement dans la seconde main. Alors c'est pas tout à fait anodin dans le monde du luxe et de la mode. La marque propose en fait de réparer les vieilles paires dans ses ateliers, de les reproposer en fait ensuite à la vente dans ses boutiques. Alors 2 boutiques, celle des Champs-Élysées et celle à Tokyo. Des bons cadeaux seront délivrés en retour aux donateurs. Voilà, Weston, 170 artisans, 41 boutiques, entre lui aussi dans l'économie circulaire. Est-ce que c'est une question que vous vous posez chez Amazon avec le nombre de références que vous avez sur votre marketplace, la question du marché de seconde main? Bien sûr, c'est un marché qui a toujours existé dans différents contextes. Les 2 exemples qui me viennent à l'esprit, c'est le livre d'occasion, qui est quelque chose qui a toujours existé. Et on a sur Amazon une offre de livres d'occasion très fournie. En particulier, on a des vendeurs spécialisés qui vendent des livres d'occasion. Et puis plus récemment, tout ce qui est iPhone, téléphone reconditionné. Donc on a une boutique Renew aussi, où on peut acheter des téléphones reconditionnés, effectivement pour des produits de très forte valeur qui s'apparentent un petit peu au luxe. Il y a un aspect économique très important à aller acheter le modèle précédent en reconditionné, avec la garantie, avec les certificats qui vont bien. Et donc là, il y a une partie de la marketplace absolument. précise, Donc on peut les trouver plus facilement. Ils sont identifiés avec un niveau de qualité garanti, une garantie de 6 mois sur ces produits. Sur ces produits technologiques. Ouais. Allez, on termine Hélène avec l'ouverture d'une nouvelle épicerie, un petit peu dans la même idée, anti-gaspillage. Voilà, des fois, l'emballage est un petit peu abîmé, ou alors le produit ne répond pas tout à fait au calibrage, aux critères de beauté, sa date de consommation est un peu limite. Et bien voilà, nous, anti-gaspi, les rachètent à petit prix directement auprès des fabricants, des producteurs. Alors comme ça, tout n'est pas perdu pour eux, quand même, il faut une petite marge. Et les vend ensuite moins cher, 30% moins cher pour lutter tout ça contre le gaspillage. 6 magasins déjà, dont un à Paris cette semaine et une vingtaine prévue l'an prochain. Et ça s'appelle Nous Anti-Gaspi. Merci beaucoup Hélène, à la semaine prochaine. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. C'est donc Patrick Labarre, le directeur de la marketplace Amazon France, et nous a rejoint Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Bonjour Rodolphe. Bonjour Karine. Alors cette semaine, chez Amazon, vous avez organisé l'Amazon Academy pour sensibiliser les entrepreneurs français aux outils du numérique, notamment évidemment à travers votre marketplace. Auparavant, vous aviez mis en place aussi un Amazon Tour. Il est peut-être d'ailleurs pas tout à fait terminé, cet Amazon Tour, pour aller, j'oserais dire, draguer les TPE, PME à travers les territoires. Pourquoi vous cherchez
cherchez ainsi à séduire les petites entreprises françaises, Patrick Labarre? Alors on va effectivement à la rencontre des TPE et PME à Paris et partout en France à travers l'Amazon Academy. C'est déjà notre 3e édition et on est ravis du succès, plus de 3000 inscrits. Et on a fait 9 étapes effectivement de l'Amazon Tour dans différentes villes de France. On va encore à Rouen, je crois, le 25 novembre et plusieurs étapes l'année prochaine. Le but, c'est d'aller effectivement rencontrer ces TPE et ces PME parce qu'il y a en France une situation un peu extraordinaire où l'Internet et l'e-commerce est partout dans la vie quotidienne des Français, 38 millions d'acheteurs en croissance, on cite des chiffres extraordinaires, mais dans la vie des entreprises, et vous savez, 99% des entreprises, c'est 4 millions de TPE et PME qui emploient 50% quasiment des emplois salariés en France, 16% seulement ont une activité de vente en ligne. Même si c'est un chiffre un petit peu ancien, on ose espérer que c'est un petit peu mieux. Je vous donnerai la source, c'est un chiffre assez récent et peut-être le dernier chiffre que je peux vous donner, c'est que la Commission européenne nous classe au 14e rang des économies digitalisées en Europe. Je pense que c'est pas notre place naturelle. Il y a un enjeu. Aujourd'hui, le marché du e-commerce, c'est un marché européen. 63% des Européens achètent en ligne. Près de la moitié d'entre eux achètent dans des sites étrangers. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de concurrence aussi internationale. Et on pense qu'en fait, les gens connaissent peu les outils que nous ou d'autres pouvons proposer et qui sont assez simples et qui permettent de franchir ce cap du digital. Le pas du digital et du numérique. Or, Amazon, on le sait peu, mais le succès d'Amazon, c'est d'abord le succès de marchands tiers, donc de TPE, de PME, qui viennent vendre. Plus de la moitié des unités vendues par Amazon dans le monde sont vendues par ces marchands. C'est un chiffre qui était de moins de 30% il y a 10 ans, qui est quasiment de 60% aujourd'hui. Donc c'est un énorme succès. C'est un succès bien sûr pour Amazon, mais c'est aussi un succès pour eux. Et c'est un succès pour l'économie, puisqu'ils génèrent du chiffre d'affaires à l'export. Les 10 000 entreprises françaises. 10 000 TPE, PME françaises sur votre marketplace. On comprend l'intérêt, effectivement, tel que vous le présentez. C'est peut-être aussi un petit peu pour leur dire de ne pas s'inquiéter face aux géants que vous êtes. Parce que j'imagine que certaines vous regardent un petit peu tel David contre Goliath. Mais quel est votre intérêt à vous, Amazon? Parce que j'imagine que si vous y allez, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt pour vous. En fait, nous, vous savez, on est très axé autour de la satisfaction client. Et on a cette idée très simple de la satisfaction client. On pense que le besoin du client qui a toujours existé et qui existera toujours, c'est d'avoir le choix. Avoir le choix de produits au bon prix. Et pour ça, on pense que les mieux placés sont ces marchands, ces TPE, ces PME, qui sont soit des entrepreneurs qui innovent avec une nouveauté, un nouveau produit, soit des gens qui ont une spécialité, donc une qualité de produit, un sourcing, etc., qu'on n'a pas forcément nous en propre. Et donc, ces TPE, PME nous amènent le choix que recherchent nos clients. Et donc le bénéfice qu'on cherche, c'est la satisfaction des clients à travers le choix et le meilleur prix, puisqu'ils viennent chacun en concurrence et en concurrence d'Amazon pour proposer le meilleur service au meilleur prix. Il y a des prix internes aussi, du coup. Rodolphe. Est-ce qu'il n'y a pas un autre bénéfice un peu sous-jacent quand même? C'est d'essayer finalement assez habilement d'installer cette big brand internationale qui est Amazon dans un ancrage finalement très local, puisque quand vous vous adressez à nos petites TPE, PME françaises, tout d'un coup, Amazon devient un peu cocardier. Je pense pas. Je pense qu'encore une fois, nous, on est vraiment piloté par la satisfaction client en premier. Donc, on est persuadé qu'en France, il y a des produits sympathiques, il y a des savoir-faire uniques, que c'est très valorisé non seulement auprès des consommateurs français, mais dans le monde. Et donc, on pense qu'il y a une valeur, effectivement, pour nos clients à les mettre en avant. Ça peut plaire aux Chinois, tout ça aussi. Par exemple, alors que Alibaba... Ça peut plaire aux Allemands, ça peut plaire aux Américains. Pardon, mais moi, je suis un peu perdue, justement, devant tout ce choix. À un moment donné, vous nous parliez tout à l'heure d'une boutique spécifique pour les produits technologiques de seconde main. Est-ce que vous avez prévu, justement, qu'on s'y retrouve? Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas acheter des carottes en même temps que le miel et ma dernière robe. C'est un enjeu très important, effectivement, pour les entreprises qui viennent vendre sur notre site. Donc, on a ce concept de choix qui est poussé vraiment au maximum. Et aujourd'hui, il y a 350 millions de produits différents sur le site Amazon en France. Donc, c'est un choix extraordinaire. Comment et le client retrouve son besoin et l'entreprise met en avant son produit. Et donc on a créé des boutiques spécifiques qui répondent à la fois à des besoins clients spécifiques et à des fonctionnalités spécifiques pour l'entrepreneur. Le dernier exemple, et dont on célèbre le premier anniversaire aujourd'hui, c'est la boutique des producteurs. Donc on pense qu'effectivement un des savoir-faire, une des composantes uniques en France, c'est ces producteurs qui ont des produits de qualité agroalimentaire. Et donc, on a créé une boutique dédiée pour eux et pour nos clients. Nos clients, ils sont sensibles à mieux comprendre la provenance de leurs produits, acheter en circuit court avec un intermédiaire maximum, s'assurer de la juste répartition de la valeur et de la marge entre les différents intervenants. Et donc, à travers la boutique des producteurs, on leur permet de trouver ces produits-là et on permet aux producteurs d'accéder
à ce trafic, à cette population de clients Amazon, dans des conditions commerciales dont ils sont entièrement libres et avec la mise en avant qu'on leur propose sur notre boutique. Mais Patrick Labarre, dans ces conditions, avec tout ce que vous venez de nous raconter, pourquoi vous n'avez pas signé la charte de bonne conduite entre les plateformes et les PME et fournisseurs, initiée par le gouvernement en mars dernier et qui voulait lutter notamment contre le déréférencement sauvage et la contrefaçon? Alors, on a travaillé ces sujets depuis longtemps. Ça fait 20 ans que la marketplace existe. On a des très bonnes relations avec ces 10 000 TPE et PME et peu de cas de problèmes. Tous les cas sont résolus quand il y en a. On ne voyait pas de bénéfice à cette charte qui nous semblait un geste surtout politique, qui préemptait un petit peu une loi européenne qui de toute façon arrive cette année sur la régulation des plateformes. Donc voilà, on est attaché, on attache une très grande valeur à la relation avec les TPE et PME. C'est quelque chose qu'on maîtrise tout à fait. Et on l'entretient à travers ces événements et ces rencontres qu'on fait à travers toute la France. Rodolphe. Est-ce que ces TPE, PME, vous allez jusqu'à partager le Saint Graal, qui est quand même la connaissance client? Est-ce que vous avez des zones de conversation avec elles, parce qu'elles sont parfois un peu perdues, même elles ne savent pas trop qui il y a derrière? Non, elles le savent très bien. Donc, on a des outils de reporting qui leur permettent de savoir exactement combien de personnes ont vu leurs produits, qui a acheté. Elles peuvent rentrer avec le client, en contact avec le client pour demander des avis après l'achat, etc. Donc, elles savent très bien qui est leur client et elles peuvent le développer. On travaille avec elles et en particulier avec ceux qui ont des marques et des produits uniques. On a une panoplie d'outils qui leur permettent de mieux faire connaître leur marque, mieux l'expliquer, mieux la mettre en avant à travers des boutiques spécifiques. C'est une sorte de fertilisation, en fait, finalement. En tout cas, on est pour les marques et pour ceux qui veulent lancer une marque, en particulier créer une nouvelle marque. Oui, on est certainement un accélérateur de visibilité à travers le nombre de clients qui viennent sur le site. Je vous donne pas les chiffres de la plus vous connaissez probablement. Qu'est-ce que vous en faites, vous, des données de ces commerçants? Alors, les données de ces commerçants, on n'en fait rien de particulier. Je suis pas sûr de comprendre le sens de votre question. Justement, ces données, puisque vous nous disiez, on sait parfaitement quels clients sont venus, quels produits ont marché, etc. On commence par leur mettre à disposition. Ouais. Donc, eux, ils ont à disposition, à travers nos outils, la visibilité sur combien de clients sont venus, comment ils ont transformé, et on les utilise pour leur développer des outils. Donc, on a un certain nombre d'outils qu'on met à leur disposition autour de comment mieux gérer son stock, quand réapprovisionner, quelle quantité réapprovisionner, comment gérer son pricing, on peut leur donner des conseils sur quel est le bon prix, etc. Et donc on utilise ces données pour développer, et exclusivement pour développer leur vente à eux. Allez, dernière question, Patrick Labarre, qu'est-ce que vous allez encore leur offrir de plus bientôt? Est-ce que vous pouvez nous dire, notamment peut-être faciliter les ventes de produits lourds et encombrants? J'avais lu, ou des petites choses comme ça. On fait peu d'annonces sur nos plans futurs, mais je peux vous donner les dernières grosses innovations effectivement qu'on a lancées. Vous en avez cité une, les produits lourds et encombrants qui demandent des ajustements au moment de la livraison pour la prise de rendez-vous qui n'existe pas quand vous faites livrer un petit colis dans votre boîte aux lettres ou au pied de votre immeuble. Donc voilà, on a développé tout un service et toute une technologie pour permettre cette prise de rendez-vous et pour permettre ce contact entre le client et le transporteur. Ça marche très bien et on en est vraiment ravis pour les entreprises qui en bénéficient. Et puis là, on est au moment de l'année critique pour beaucoup de commerçants. On arrive dans la période des Black Friday au fait. On va démarrer vendredi notre première grande opération de promotion et de bonnes affaires pour nos clients pour leurs cadeaux de Noël. Et la majorité des offres qui s'y trouveront sont des offres de nos TPE et PME. Et donc, voilà, on leur offre cette visibilité sur cette période de découverte donc, qui sont ce week-end. Et puis, plus tard, Black Friday, Cyber Monday, les grands moments d'achat pour la période de Noël. Merci beaucoup à vous, Patrick Labarre, directeur de la Marketplace Amazon France. Vous restez encore un petit instant avec nous, s'il vous plaît. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui se balade à travers le monde pour aller faire son shopping. Alors là, vous revenez de Tokyo, au Japon. Vous êtes allé découvrir la guest house, on pourrait dire, d'une marque chinoise. Exactement, iPanda. Oui. iPanda, c'est vraiment une marque iconique aujourd'hui au Japon, mais c'est une marque chinoise, en effet, vous avez raison, qui est créée par un artiste qui s'appelle Gigi, qui est très connu, et qui a créé ce petit panda, j'espère qu'on va le voir à l'écran à un moment ou à un autre, qui est un cas qui symbolise un peu la rébellion de la jeunesse chinoise. Alors, je
vous donne les codes qu'il a mis à l'intérieur de ça. C'est sarcastique, narcissique, fier. C'est un peu ça, notre fameux panda de iPanda. Je vous garantis que ce magasin est unique. Il n'y en a qu'un seul au monde. Il est à Tokyo, situé un peu sur la grande avenue, le genre de Champs-Élysées à Tokyo. Et ce qui est fou dans ce magasin, Karine, c'est l'expérience. C'est peut-être un des plus beaux magasins qu'on ait pu présenter ici aujourd'hui, parce que c'est plus un musée, si vous voulez, qu'un magasin en même temps hyper technologique. Alors extrêmement technologique, car la visite s'opère quasi exclusivement. Si vous voulez en profiter, il vous faut un smartphone, ou bien on vous remettra à l'entrée une tablette pour pouvoir vivre ça. On le voit ici à l'écran, c'est un panda qui fait un peu la tête, vous savez, il est un peu sévère. Les yeux froncés, Oui, c'est ça, il est un peu en colère finalement. Eh bien, on va visiter cette boutique. Première expérience sur la façade, tout de suite, quand vous mettez votre smartphone, vous avez le panda qui vous saute au cou et ravi de vous accueillir avec tout un tas de confettis. On rentre au rez-de-chaussée et à ce moment-là, c'est comme une galerie d'art. Tout est fait avec des glaces noires, blancs, des néons blancs. C'est magnifique. Tout est calculé pour qu'il n'y ait aucune ombre dans le magasin au niveau de la lumière. Vous prenez encore là, ici, et à ce moment-là, le panda va s'animer et vous allez pouvoir jouer avec votre... Ça, c'est de la réalité augmentée. Exactement, que de la réalité augmentée, puisque en tant que tel, le magasin ne bouge pas. Mais ce qui se passe sur votre smartphone est tout à fait incroyable. On le voit ici à l'écran. On monte au second, et là, à ce moment-là, ils ont reproduit l'environnement des colonnes de Buren. Et oui, là-bas, à Tokyo, nos amis de iPanda. Et là, tout d'un coup, c'est plus des colonnes de Buren, mais c'est plein de petits pandas et à mettre à destination. Je veux terminer par le deuxième étage. Là, vous pouvez là trouver les t-shirts, les sweatshirts, j'allais dire, ils sont où les trucs à vendre ? On finit par acheter un peu des choses, ça coûte 41 € le t-shirt. Je me suis j'ai quand même regardé ça. Et là, vous avez des cabines d'essayage qui ressemblent plus à des coffres-forts. Et enfin, une animation autour du panda qui, hop, disparaît dans un écran de fumée. C'est vraiment magnifique, très élégant. Allez voir ça, iPanda, Tokyo, c'est extraordinaire. Waouh, voilà. C'est bouche bée. Merci beaucoup, Rodolphe. À la semaine prochaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Avec la question du jour, sur mesure, comment tirer le meilleur parti des nouvelles technologies ? Vous allez voir que le sur mesure au mètre à couture a bien changé aujourd'hui, en tout cas dans le prêt-à-porter et les souliers. Yann Chute, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Le Chemiseur. C'est une DNVB, on en a déjà beaucoup parlé sur BFM Business, qui met la data au service de l'habillement masculin. Vous l'avez lancé en 2014. Vous avez ouvert un showroom à Paris il y a un an. L'idée, c'est d'offrir des chemises, de proposer des chemises à la meilleure coupe, celle qui nous sied le mieux grâce aux nouvelles technologies. Maria Karunagaran, bonjour, fondatrice de RNK. Vous, c'est les chaussures que vous proposez sur mesure, les souliers pour hommes, grâce à un scan 3D de nos pieds. Vous vous êtes lancé en 2017 et en février, puis vous avez ouvert un showroom dans la foulée en novembre 2017. Si j'osais le dire, vous avez tous les deux un pied dans le digital, un pied dans le physique. C'est comme ça que ça marche. Chez RNK, comment ça se passe, justement ? Donc ça s'adresse d'abord aux hommes, ce sont des boutiques pour hommes. J'aimerais avoir une chaussure sur mesure chez vous, il faut que je vienne. C'est ça. La première fois, on se rend à la boutique, du coup on en a une dans le 5e, et on se fait scanner les pieds sur notre scanner 3D. On pose quelques questions, enfin le conseiller de vente va poser quelques questions sur les habitudes de marche. Souvent, est-ce que le client se rend à l'aéroport ? Il va sur des sols glissants, des questions bêtes et méchantes, quoi, mais sur ses habitudes. Et une fois qu'on a les données et ses habitudes de marche, soit on préconise certains types de modèles en fonction de ses pieds. Puis après, il choisit un modèle, la couleur, les lacets, la semelle. Il personnalise complètement sa paire de chaussures. Voilà. Et donc, où on le fait véritablement sur mesure de bout en bout. Ça, c'est 850 €. Et sinon, vous dites, on peut quand même se faire scanner le pied pour avoir le modèle qui correspond le mieux. C'est ça. Et là, c'est un peu moins cher. Exactement. En fait, on a une gamme qu'on appelle standard. Du coup, là, c'est vraiment comme le prêt-à-chausser classique, des tailles, des pointures, des demi-pointures. Et une fois qu'on s'est fait scanner, le scanner dit quel modèle convient le mieux et quelle pointure il faudrait prendre en fonction des modèles. Et oui, à cette morphologie de pied, parce qu'effectivement, tous les pieds ne vont pas dans les mêmes chaussures, même si on a très envie de bottines très pointues. Ça marche pas forcément. Combien de temps après on attend pour avoir ces chaussures ? Pour le sur-mesure, c'est 6 à 8 semaines, et en fonction des modèles, etc., et de la saisonnalité aussi. Et sinon, pour le standard, c'est tout de suite, on repart avec. Parce que tout ça est fabriqué en Bretagne. C'est ça. On a 2 ateliers en Italie, et là, on est en train d'ouvrir un atelier en Bretagne, justement, près de Rennes. Voilà, et comme ça, on va peut-être gagner un petit peu de timing. C'est ça. Chez Le Chemiseur, l'expérience, elle commence en ligne pour la chemise, pour la prise de mesure ?
Oui, pour l'essentiel de nos clients, même si on fait aussi maintenant on a aussi un showroom, on développe aussi un peu le physique. Donc on est d'abord une DNVB, on a commencé sur Internet. Avec le constat principal, c'est que les hommes voudraient avoir des chemises bien ajustées, mais ils n'ont pas envie de prendre leurs mesures. Et donc notre mission, c'est de rendre ça simple et aussi ludique en termes de marketing. Et le principe, c'est au lieu de mesurer le corps, le principe fondamental, c'est que chaque homme a déjà une chemise qui lui va bien, qu'il aime bien, sa chemise préférée. Il la mesure suivant 6 dimensions. C'est très simple, juste à plat sur une table. Et après, nous, on calcule le reste de la courbe de la chemise pour que ce soit une jolie coupe. Et avec les datas qu'on collecte, maintenant, on a dépassé le cap des 10 000 clients qui ont une transaction avec nous. On peut maintenant, surtout si le client accepte de nous donner son poids, taille, âge, encore améliorer les coupes et aussi détecter les erreurs qu'il peut y avoir parfois pour éviter les retours. Donc aussi. Tout ça, c'est une question d'algorithme, en fait, par rapport aux données que vous avez amalgamées. Exactement. Mais si jamais on n'a aucune chemise qui nous va justement parfaitement, c'est pour ça que l'on vient vous voir. Comment on fait ? Et donc pour ceux qui sont sur Paris peuvent passer nous voir dans le showroom, mais on envoie aussi maintenant depuis quelques mois des gabarits de chemises, donc des chemises prémesurées que le client donc essaye et il doit juste nous dire par exemple ici ça me va, là je veux 2 cm de moins, etc. Les ajustements qu'il souhaite. Donc c'est vraiment simple et aussi il y a un côté ludique qu'on veut donner à la marque le sur-mesure traditionnel n'a pas. Parce qu'en plus, le sur-mesure, c'est fondamentalement simple parce qu'il n'y a pas de stock, il y a un côté écologique aussi, c'est le bon produit, donc on veut le rendre simple et éviter aussi les retours. Donc la chemise gabarit, c'est un autre truc qu'on fait actuellement pour éviter ça. Mais effectivement, parce que le sur-mesure, beaucoup se disent, mais c'est pas pour moi, ça coûte très cher. Ça coûte combien la chemise chez vous ? Donc quand on en prend plusieurs, c'est moins de 100 € et sinon c'est 120 € la chemise, tout compris, livraison, garantie satisfaction, tous les tissus. Ils aiment bien en prendre plusieurs d'un coup, comme ça ils sont souvent tranquilles pour les 6 mois d'après. Elles sont fabriquées où vos chemises ? Elles sont fabriquées en Tunisie avec des tissus européens, français, italiens et allemands. Et alors, moi j'ai une question très simple à tous les deux. Je vais vous la poser d'abord à vous. Yann, pourquoi vous ne faites pas ça pour les femmes ? Parce qu'il y aura moins de récurrence, je pense, fondamentalement. Mais c'est sûrement un truc à faire un jour, mais il faudrait revoir. On aimerait des chemises bien ajustées. Ok, un jour on le fera. Et même question pour vous, Maria. En fait, on propose des chaussures plates pour les femmes, seulement sur devis, mais les talons, on n'a pas encore la technologie. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile et ça demanderait beaucoup plus d'essayage. Parce qu'après, il y a la cambrure du pied, exactement, voilà. C'est quand même une science, quoi. Donc, pour l'instant, on se lance pas dessus. On fait les hommes. Éventuellement pour les chaussures plates. Voilà, les bottines, les derbies, les Richelieu, voilà. Voilà, mais on pourrait déjà y aller. Allez-y, Yann. Les hommes, une fois qu'ils ont trouvé le truc qui leur va, ils sont extrêmement fidèles. Je pense que pour les femmes, pour la mode, c'est plus compliqué, on veut changer. Donc ce sera un autre business, je pense, assez différent. Oui, mais pour les gens qui s'intéressent à BFM Business, c'est bien aussi d'avoir les femmes, d'avoir la petite chemise uniforme. On a des demandes régulièrement, c'est vrai. Vous voyez, je ne suis pas la seule. En tout cas, votre actualité chez le Chaumiseur, c'est que vous avez désormais un showroom, donc à Paris. Oui. C'est bien ça qui se trouve dans le 3e arrondissement. Exactement, où il y a aussi nos bureaux et qui permettent d'expérimenter. Et on essaie de voir aussi des concepts de boutiques éphémères, pop-up, qu'on teste actuellement dans notre showroom et qu'on pourra tester ailleurs l'an prochain, je pense. Et votre actualité chez vous, chez RNK ? Nous, on ouvre notre atelier en Bretagne et puis on va essayer de faire une levée de fonds pour les prochains mois, donc pour financer tout ça. Donc voilà. Et en tout cas, belle opération, si j'ose dire, bel investissement que de s'installer en Bretagne, c'est-à-dire que vous poussez la réflexion, vous mêlez le Made in France, le local, la technologie et le savoir-faire. Bravo à tous les deux, merci beaucoup à vous. Yann Schott, fondateur de Le Chaumiseur, et Maria Karunagaran, fondatrice de RNK. Cette fois, je n'ai pas écorché votre nom. Allez, merci de rester avec nous, c'est le mot de la fin. BFM Business. Innover pour le commerce. Le mot de la fin. Et aujourd'hui, c'est Cécile Poujotte qui s'y colle. Bonjour. Directrice associée retail et internationale de Sagaise & Partners. Et le mot de la fin, c'est fou de food, la nouvelle tendance relevée par votre agence Sagaise & Partners, c'est-à-dire
C'est-à-dire que c'est devenu, le food est devenu plus à la mode que la mode. Ah oui. Et on le voit, ne serait-ce que, je pense qu'on le constate tous, on voit l'alimentaire se développer sous toutes ses formes, restauration, épicerie, et ça envahit tous nos espaces. On le voit aussi dans les chiffres, puisqu'on estime que ces surfaces alimentaires ont été multipliées par 4, par exemple dans les centres commerciaux. C'est une tendance qu'on observe dans les aéroports, dans les gares. Et on voit aussi le cœur des villes tout d'un coup revenir avec des halles gourmandes. On voit des cafés s'installer dans des hypermarchés. On voit les bureaux aussi, les espaces de coworking sont systématiquement associés avec un café ou même un restaurant. Et nous, on design des bureaux avec des restaurants qui parfois sont meilleurs que ceux qui sont dans la rue et qui sont loin de la cantine qu'on faisait à une époque. Il faudra qu'on en parle à la direction de BFM Business. Alors justement, donnez-nous quelques exemples. Il y a des choses incroyables, par exemple au Japon. Alors au Japon, on est sur un aéroport où on fait en fait les Japonais sont comme nous, ils adorent bien manger et on fait une Japanese Street qui en fait reconstitue tous les petits restaurants que vous pouvez trouver dans le centre-ville. Dans la rue, quoi. Dans la rue, voilà. Donc on est vraiment sur une expérience complète autour de la bonne nourriture. C'est ça qui est important, c'est qu'on est revenu aussi sur le goût, sur la variété, sur tout ça. Et à l'heure des réseaux sociaux, je pense que c'est un peu la réponse aussi. Là, on est dans le vrai, on est dans la vraie rencontre, on est dans le lien, on est dans, entre guillemets, la vraie vie. Ça j'aime bien. On est dans la vraie vie, etc. Et aujourd'hui, on fait entrer les gens dans les commerces grâce à la restauration. C'est ça. Et grâce en partie à ce que vous en faites avec Sagaz & Partners. Merci beaucoup à vous. Merci. Cécile Poujade. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'on vous a mis en appétit. À très bientôt.